Et voilà, bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Je vais essayer de faire mes mises au point tranquillement et consacré à un sujet assez passionnant qui est l'effondrement qui a déjà commencé. Alors vous me connaissez, réalisé sans montage et sans trucage, mais affirmation ne vaut pas argumentation, donc nous n'allons pas nous exonérer d'une petite explication sur cette affirmation qui consiste à dire que l'effondrement vient de commencer. Il a déjà commencé, je parle de l'effondrement de la France, dans une autre mesure évidemment, celui de l'Union européenne. Il vient de commencer, c'est un peu avalancheux, c'est-à-dire que nous assistons, nous voyons une accélération des événements. Évidemment, cette accélération des événements, vous savez d'où elle vient de l'élection de Donald Trump et de l'arrivée à la Maison-Blanche de cette nouvelle administration qui apporte des changements, pour ne pas dire des bouleversements, à une vitesse absolument vertigineuse. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter pour une simple et bonne raison, c'est que c'est pour l'administration en cours aux États-Unis une question existentielle et c'est une course contre la montre face à ce qu'ils appellent l'État profond et qui évidemment est géré, détenu, dirigé par ce que Donald Trump appelle les globalistes. Et donc Donald Trump, lui, il incarne le courant des souverainistes. Alors, comprendre l'effondrement qui a commencé, pour ça, mes amis, il faut comprendre ce que c'est qu'un effondrement. Et la définition la plus courte d'un effondrement, quand on parle de structure étatique, évidemment, c'est pas quelqu'un qui s'effondre, c'est pas un building qui s'effondre, c'est pas un immeuble qui tombe. Donc là, on a une définition de l'effondrement qui est une définition sur un gouvernement, sur un État, sur un ensemble d'États. Donc ça peut être l'Union européenne, ça peut être les États-Unis, ça peut être évidemment la France. Et donc c'est une simplification très rapide, on pourrait même dire trop rapide, de quoi? Eh bien d'une société devenue bien trop complexe. Donc un effondrement, quand on parle d'une société, c'est une simplification ultra rapide. Alors on passe d'un côté hyper raffiné à on se bat dans la rue pour le dernier pot et la dernière boîte de raviolis bio de chez Carrefour. C'est une image, mais vous voyez ce que c'est. Donc on passe de est-ce que tu as bien respecté les dernières normes du règlement de la RGPD à je tape sur la tête de mon voisin avec un gourdin pour lui prendre son sac de riz. Que font les États-Unis? Les États-Unis organisent une simplification ultra rapide, c'est à ça que vous assistez aujourd'hui, de leur société devenue bien trop complexe pour éviter l'effondrement. C'est ça auquel vous assistez. Je reprends, c'est hyper important. Ils organisent la simplification rapide de leur société devenue trop complexe, donc qui s'est grippée, bloquée, coincée. Et c'est pour ça que Donald Trump a toute une partie, pour ne pas dire une écrasante majorité du système économique avec lui, parce qu'il organise cette simplification rapide qui était en train de bloquer toute la dynamique de croissance, tout le business américain. Et donc ça, c'est pour éviter l'effondrement. Vous voyez que c'est une action proactive. On se prépare et pour éviter, on est dans l'anticipation, on est pragmatique, on sait que ça bloque, on sait que ça ne peut plus marcher. Et donc, on le simplifie de manière organisée pour éviter évidemment un effondrement qui, lui, par nature, est totalement désorganisé. On est actif d'un côté, on subit de l'autre. Que fait l'Union européenne? Et on va en reparler, vous allez voir, on va détailler un peu. Elle interdit, elle légifère, elle normalise, elle administre, elle réglemente tout ce qui peut l'être. Voilà, même l'IA, on est très très fiers. Nous en Europe, on a fait l'IA Act, donc on est super content. On a réglementé l'IA. On n'a pas un seul poids lourd de l'intelligence artificielle, mais nous, par contre, on a déjà les règles, les normes et tout ce qu'il faut bien pour bien verrouiller le truc. Et donc, évidemment, ça a pour corollaire d'empêcher l'innovation. Alors, est-ce que ça doit être la foire d'empoigne? Est-ce que tout doit être possible? Évidemment non, et tel n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'empilement de normes qui devient totalement délirant, qui en plus est surtransposé dans les droits nationaux, on en rajoute encore des couches. Et donc, en bout de chaîne, on arrive à la France, plus rien ne peut plus fonctionner. On rajoute, nous, nos propres surfaces
surcouche réglementaire, et on y va et on est et on euthanasie absolument tout, c'est génial. Nous avons tout simplement réinventé l'économie administrée, et ce qui est bien avec l'économie administrée, c'est que ça ne change jamais à travers les siècles, l'histoire, on sait ce que ça donne, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire que ça ne marche pas, et c'est-à-dire qu'un truc qui ne marche pas, eh bien, il finit par tomber, et tout est en train de s'arrêter, de s'enfoncer, de s'effondrer, et c'est ce que nous vivons maintenant. Nous ne sommes pas totalement dans l'effondrement, on est pour le moment dans tout qui est en train de s'arrêter, et sur certains éléments, nous avons un effondrement. Par exemple, nous connaissons aujourd'hui un effondrement sécuritaire. Je ne vais pas vous parler de la sécurité telle qu'on peut vous en parler avec Bruno Retailleau, avec l'aspect politique de cette sécurité. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez pas une seule économie développée, une seule économie saine, sans sécurité. La sécurité, c'est ce qui fonde l'État, c'est ce qui fonde l'État de droit, c'est ce qui fonde la justification de l'impôt. On prélève l'impôt pour financer les gens en armes et pour vous assurer la sécurité. Sans sécurité, vous n'avez pas. Et c'est impossible, et c'est pas de l'idéologie, c'est pas du je suis pour, je suis contre, plus d'immigrés, moins d'immigrés, c'est même pas le sujet. La sécurité, c'est la base d'une économie. Vous devez pouvoir ouvrir votre volet roulant et ne pas vous faire agresser. Vous pouvez devoir sortir dans la rue sans vous faire agresser, violer, tuer, etc. Sinon, vous n'avez pas d'économie, c'est une anarchie. Et dans une anarchie, vous n'avez pas, je sais, vous allez épiloguer, ah l'anarchie c'est pas ça. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Vous remplacez anarchie par chienlit, d'accord, et donc ou par bazar ou par immense bazar, d'accord. Et quand c'est trop compliqué dans les rues, vous ne pouvez plus avoir d'économie saine. Tiens, lui, il s'est mis en route. Quand je vous dis que c'est sans trucage, vous en avez encore une preuve. Je vais faire quoi là-dessus? Je vais refuser le machin. Je vais refuser le bidule. Il veut pas que je refuse le bidule. Il veut machin. La protection est désactivée. Et on s'en fiche. Voilà. Donc, tout est en train de s'arrêter. Donc, sur, par exemple, la sécurité, nous vivons un effondrement. Voilà, tout n'est pas effondré, mais on voit bien qu'il y a certains sujets où ça s'effondre, on va en reparler. L'instruction, l'éducation nationale vit un véritable effondrement également des compétences, et ça c'est absolument effroyable puisque ça obère complètement l'avenir. Je voulais revenir rapidement, passer fondamental sur le fait qu'aux États-Unis, donc le plan va être le suivant. On va parler des États-Unis rapidement, et de la stratégie cohérente de Trump. On va parler de ce qui se passe en Europe et on va décliner sur ce qui se passe en France. Donc on part des États-Unis, Europe, France, et vous allez voir que ces trois points-là sont intimement liés et que par effet de miroir, ce qui va se passer en Europe par rapport à ce qui se passe aux États-Unis va avoir une résonance en France par rapport en plus à nos faiblesses spécifiques, et donc l'un dans l'autre et l'autre dans l'un, et ben ça va pas bien se passer et c'est déjà en train de pas bien se passer. Alors, Trump, on aime, on n'aime pas. C'est pas le sujet. D'accord? Vous pouvez l'aduler, vous pouvez le haïr et le détester, ce n'est pas mon propos. Et c'est pas que je ne souhaite pas prendre parti, c'est pas le sujet. Je vous livre une analyse. Et je vous dis que de ce que je vais vous dire là, va découler par effet miroir l'effondrement des structures européennes, en tout cas il y a une probabilité non négligeable, et donc de l'effondrement de la France qui lui en plus, notre pays a ses propres faiblesses, c'est qu'en plus c'est déjà commencé. Donc une simplification normative à tous les niveaux, d'accord? Ça, il sabre, voilà, il sabre, il coupe, vous avez peut-être entendu, alors ça c'est l'écume des choses, les pailles, d'accord? Les pailles plastiques qui reviennent aux États-Unis parce que les pailles qui fondent dans la bouche en carton, ça fait suer tout le monde, donc ça suffit, c'est ridicule et c'est pas comme ça que vous sauverez la planète alors que tout ce que nous utilisons autour de nous est en plastique. À commencer par cet écran. Simplification normative à tous les niveaux, abandon des politiques climatiques, sinon pas de réindustrialisation possible. Trump, il veut pas tuer les petits oiseaux, Musk non plus, etc. Ils n'ont pas décidé de massacrer le climat, c'est pas le sujet.
le sujet ici, ce que vous devez comprendre, c'est que l'Union européenne peut se parer de la vertu de la protection du climat. Mais pour ça, nous délocalisons nos productions. Nous délocalisons nos productions et nos usines parce que ça permet de délocaliser nos pollutions. Et puis nous délocalisons même notre production agricole. Le Mercosur, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pourquoi? Parce que nous délocalisons nos pollutions agricoles. L'agriculture, c'est dégueulasse, l'industrie, c'est dégueulasse. Faut des produits chimiques, faut des intrants, faut des sortants, faut des engrais, faut des pesticides, faut de fondre de l'acier, faut beaucoup d'énergie, il y a plein de cheminées qui fument, etc. Vous comprenez ça? Donc, si vous voulez réindustrialiser, il faut de la cheminée. Si vous n'avez pas de cheminée, vous n'avez pas d'industrie. Et si vous avez des politiques climatiques avec des objectifs trop élevés, eh bien, vous rendez impossible la réindustrialisation. Et donc, si on ne produit plus rien et qu'on achète tout à l'extérieur, chaque année, vous allez vous appauvrir de tout ce que vous achetez, plus le fait qu'en plus, vous êtes dépendant et que quand il y a une pandémie et que vous voulez des masques, eh bien, évidemment, il n'y a plus de masques pour vous parce que vous n'avez plus d'argent pour les acheter. Ou qu'il y a une demande mondiale qui est telle que, de toute manière, il y a pénurie de masques et si vous ne les produisez pas, ben Tintin, voilà, d'accord ? Ça va être la même chose pour la nourriture. Le jour où on produit toute la nourriture, enfin où on achète toute notre nourriture, on ne produit plus rien chez nous, on produit et on achète toute la nourriture à l'extérieur, le jour où vous avez des conditions climatiques qui ne sont pas bonnes, ce qui est a priori en plus la conséquence du réchauffement climatique, donc plus de risques de famine ou de récolte complètement aléatoires, eh bien vous vous retrouvez à ne pas pouvoir nourrir votre population. C'est complètement délirant, mais c'est la conséquence des politiques climatiques. Et si Trump les abandonne, Trump et son administration, c'est pour rendre possible la réindustrialisation de son pays. Le basculement de la fiscalité des personnes et des entreprises, aujourd'hui la fiscalité aux États-Unis, comme en France, comme en Europe, pèse sur les gens et les sociétés, sur les biens importés. Ben oui, Tintin, tiens, c'est malin. Ben oui, c'est une espèce de super TVA sociale. Donc plutôt que de taxer le travail et les entreprises qui fournissent le travail, et si on taxait les biens qu'on ne produit pas chez nous, on appelle le protectionnisme. Burk, cacaboudin, c'est sale. Oui, mais c'est l'inverse de la mondialisation, d'accord? Mondialisation, pas de droits de douane. Démondialisation, on remet des droits de douane. Alors moi, c'est ce que j'ai vécu, d'accord? Moi, je viens d'un monde qui s'appelle le millénaire précédent. Je viens du XXe siècle, et au XXe siècle, nous avions encore des frontières. Et pour aller en Espagne, quand j'étais jeune, il fallait passer par le douanier français, puis le douanier espagnol. Et oui, on ne circulait pas comme ça. Ça peut sembler complètement anachronique aux jeunes générations, mais pourtant, c'était comme ça. Et quand on se baladait en France, il y avait des gares dans toutes les petites villes, il y avait des petites usines, des industries dans toutes les petites villes, et la France travaillait, et la France était bien plus heureuse. Réduction massive des dépenses publiques, Doge plus Musk, vous avez suivi, et donc là, ça sabre, hein. Vas-y, ça y va pas par le dos de la petite cuillère, hein. Donc Musk, quand il fait un truc, il le fait pas à moitié, on aime, on n'aime pas, mais il le fait complètement. Étendre le territoire américain, Make America Great Again, au sens propre du terme. On s'agrandit, les gars. Et on s'agrandit pourquoi? Pour deux choses: créer une forteresse géographique, territoriale, et donc un glacis, vraiment une zone de protection. Vous devez comprendre que la Russie veut faire la même chose avec l'Ukraine, etc. Elle ne veut pas l'OTAN à ses portes, et ben les États-Unis, c'est pareil. Et donc, c'est Make America Great Again, du Groenland au Panama, d'accord? Et donc, vous avez là, vous voyez un petit peu la géographie que veut cette administration Trump. C'est chez moi, c'est chez nous, et il n'y a personne qui rentre là-dedans. Et puis, évidemment, un accès important aux ressources, parce que pour se réindustrialiser, il faut de la matière première, et le Groenland, c'est pas mal. Rendre les Américains plus forts psychologiquement et physiquement, c'est Make America Healthy Again, donc il y a une déclinaison. Pourquoi? Parce que quand on veut faire la guerre ou qu'on veut faire peur aux spetsnaz russes ou aux troupes d'élite de Xi Jinping en Chine, eh ben, il ne faut pas que les militaires américains soient obèses et qu'ils restent coincés dans les coursives du sous-marin au moment
moment du lancement de la torpille parce que c'est un petit peu ennuyeux en termes évidemment de dissuasion. Et puis écoutez, psychologiquement je crois que c'est assez clair, si vous vous prenez pour une licorne à crête bleue, il n'y a pas de quoi non plus effrayer les troupes soviétiques. Si vous arrivez et vous lui opposez une armée de non-binaires xénogenres se sentant licorne ou chèvre, il y a un Anglais qui s'est fait mettre, un jeune Anglais qui s'est fait mettre des prothèses, etc. et qui est parti vivre avec les chèvres parce qu'il se sent chèvre. Donc moi je veux bien, mais si vous voulez faire Make America Great Again avec un troupeau de chèvres, ça va être compliqué, et avec des obèses pour l'autre moitié, ça va être encore plus compliqué. Donc là aussi, pareil, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le problème. Vous avez une stratégie hyper cohérente qui est en train de se dessiner, et si vous ne la voyez pas et que vous ne faites que insulter Trump, dont vous n'aimez pas le comportement, ce qui est encore une fois parfaitement compréhensible, eh bien en tout cas vous passez à côté de l'essentiel, qui est cette stratégie ultra cohérente de domination, de puissance, de décision. La diplomatie par le deal et la négociation en utilisant toute la force dont les États-Unis sont capables. Et évidemment en ligne de mire, la destruction de l'Union européenne, le retour à la diplomatie bilatérale d'État à État, et on squeeze complètement Ursula von der Leyen, la présidente de la grosse commission de Bruxelles. Les menaces contre l'OTAN, l'Union européenne, donc par voie de conséquence après l'euro, sont extrêmement importantes. L'OTAN et l'Union européenne aujourd'hui sont deux structures mondialistes tenues par les mondialistes, par les globalistes. Ils veulent la mondialisation. Pareil, on est pour, on est contre, peu importe. Mais c'est un combat de titans, une guerre de titans entre souverainistes et globalistes. Elle a commencé aux États-Unis et les Américains vont tout faire pour faire basculer les pouvoirs des mondialistes ici en Europe vers des partis souverainistes, avec en ligne de mire évidemment pour le moment les élections allemandes qui arrivent dans quelques jours. Pendant ce temps, parlons justement, on arrive à cette deuxième partie, les États-Unis, maintenant l'Union européenne, en miroir, je vous ai mis quelques-unes des dernières directives européennes de normalisation, de nouvelles législations, que cette Europe devenue complètement folle et qui nous en pond tous les jours, ce n'en est que quelques-unes. Tous les jours, ils pondent de nouvelles directives qui sont transposées. C'est l'UERSS 2.0 et c'est ahurissant. Nouvelle directive CSRD sur le reporting de durabilité des sociétés. Pendant que vous enfilez les perles pour savoir quelle est la durabilité de votre truc et votre RSE, vous payez des milliers de gens à enfiler des perles, mais enfin ça produit rien du tout. Donc ça contribue à un effondrement de la productivité, à un renchérissement du coût de production. Le Conseil adopte des directives petit déjeuner révisées afin de renforcer les normes de commercialisation et d'améliorer l'information des consommateurs sur vos céréales, sur le miel, sur le lait. Enfin bon, bref, voilà, il va falloir sortir de Polytechnique pour comprendre l'étiquette de votre lait. Le Parlement européen vote de nouvelles règles sur le permis de conduire. Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, le Conseil donne son approbation définitive. Vers un air pur en Europe, révision majeure de la directive sur la qualité de l'air. Et si en plus la qualité de l'air elle n'est pas bonne, vous pouvez porter plainte contre l'État. Carte européenne du handicap et carte européenne de stationnement pour les personnes en situation de handicap, nouvelle directive. Deuxième directive européenne sur les services de paiement, la DSP2. Commande publique, la révision des directives européennes se dessine. Performance, alors là, comment faire des appels d'offres, des machins, voilà, vous payez des cabinets entiers pour savoir à qui vous pouvez acheter le truc. Performance énergétique des bâtiments, vous n'avez pas encore acheté un bignou, que ça vous a déjà coûté 200 000. Performance énergétique des bâtiments, la nouvelle directive est adoptée définitivement. Déjà, on n'arrive pas à s'en sortir avec nos DPE, mais là, il y en a une nouvelle, c'était pas assez. Directive européenne on standard for equality bodies, le Conseil de l'Union européenne renforce la lutte contre les discriminations en Europe.
et blablabla, et blabla, mais il n'y a que des bons sentiments, tout ça c'est hyper important. La qualité de l'air pour Madame Michu, l'étiquetage des produits pour que Madame Michu, elle sache bien ce qu'elle achète, la gestion des poubelles, la collecte machin des déchets, vos petits composts ménagers, tout ça c'est super mignon, c'est adorable. Le permis de conduire, faut pas que les vieux y tuent les enfants, mais oui, tout ça, il n'y a pas de problème. La performance énergétique des bâtiments, bien sûr, mais vous devez comprendre que quand on complexifie tout, quelle que soit la bonne raison de le faire, eh bien vous empilez des normes, et à un moment donné, de toute manière, ça coince et ça bloque, et nous sommes à ce moment-là, la complexité est devenue telle que vous ne pouvez plus rien faire, et que c'est tellement compliqué que de toute manière, ça s'effondre. Et regardez ce qui s'est passé pour Notre-Dame. Notre-Dame a pu être reconstruite en 5 ans, mais à condition d'appliquer aucune des règles qui auraient dû s'appliquer. Donc c'est trop facile. Donc vous comprenez bien que là, on est dans des paradoxes complètement délirants, où on a fait plein de règles, mais avec ces règles, on ne pouvait pas réussir à reconstruire. Donc on a dû s'asseoir sur toutes les règles que nous avions édictées pour pouvoir obtenir le résultat que nous souhaitions. Bon, eh bien, soit on est pragmatique comme les Américains, on écrase toutes ces règles, on en revient juste à du bon sens, soit on reste avec ces règles, et évidemment, et on en empile de nouvelles, et on est condamné à s'effondrer sous la complexité. C'est de la politique, là, dont je vous parle, et je vous rappelle ces mots de Montalembert. Vous avez beau ne pas vous occuper de la politique, elle, s'occupera de vous. La politique est l'essence même de notre quotidien. Voilà. Si vous ne faites pas de politique, la politique, elle s'occupe de vous. Si vous ne décidez pas pour vous, alors d'autres décident pour vous. C'est exactement ce qui se passe. Vous remarquerez d'ailleurs, petite digression et parenthèse que j'ouvre sur la notion de décision, vous remarquerez d'un côté les décideurs politiques français, il y a déjà un truc qui ne va pas dans les termes, vous remarquerez que c'est l'impuissance publique. On ne peut pas, c'est pas possible, on n'y arrive pas, c'est interdit, et oui mais il y a la cour machin, on peut pas, l'impuissance publique d'un côté, et de l'autre côté Donald Trump qui signe des décrets et qui par là même vous montre ce que c'est qu'une décision politique, ce que c'est que la puissance politique. Diriger, c'est prévoir, mais diriger, on l'oublie trop souvent, c'est décider. Si vous ne décidez pas, vous ne dirigez pas. Quelqu'un qui ne décide pas est quelqu'un qui ne dirige rien. Et on en a un, Mozart au Grand Palais, qui lui nous montre bien qu'il ne décide rien. Et en ne décidant rien, nous savons que nous n'avons pas affaire à un dirigeant. Un dirigeant dirige, diriger, c'est deux choses, prévoir et décider. Voilà. Alors, évidemment, ces décisions sont attaquées, les contestées, machin, etc. Et bien sûr, et vous pouvez critiquer chacune de ces décisions, ce n'est pas le sujet. Le sujet, encore une fois ici, c'est de vous dire, diriger, c'est décider. Et vous voyez d'un côté la puissance de la politique et du retour de la décision dans la politique. Et donc là, on se retrouve avec une puissance politique. Et de l'autre côté, des nains politiques incapables de comprendre que diriger, c'est décider. Et que décider, c'est pas faire plaisir à tout le monde. Et on n'est pas dans la motion de synthèse. Et quand tout va mal, il faut décider. Et si on n'est pas capable de décider très vite et très fort, alors vous aurez un effondrement parce que ce sera trop peu et trop tard. Et c'est exactement ce que notre pays va vivre et ce que nous sommes en train de vivre. La France s'effondre. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Chantez Stéphane Echer, me feras-tu un bébé pour Noël ? Je vous laisse chacun à votre vie intime. Effondrement de l'immobilier, hausse du chômage, contraction du PIB, évidemment la France est en récession. Tous les voyants sont passés au rouge. Croissance du PIB, contraction de 0,1 au quatrième trimestre. Emploi, chômage en hausse 3,9%. C'est la plus forte hausse depuis 10 ans hors Covid. Et l'inquiétant, par exemple, visage de la délinquance en France sur les 12 derniers mois, vous pourrez aller voir ces articles. Pourquoi ça, je vous en parle? Parce que je vous parlais juste de l'effondrement sécuritaire. Et vous ne pouvez pas avoir d'économie saine avec un effondrement sécuritaire. C'est pas possible. Le premier droit de tous, c'est notre sécurité physique. Non seulement c'est notre premier droit, mais pour tous ceux qui ont fait des études avec ce qu'on appelle la pyramide de Maslow,
le premier besoin est évidemment un besoin de sécurité. Avant même de pouvoir consommer, on veut être sûr de ne pas se faire trucider avant la fin de la journée, donc, ou de se faire attraper et manger par un dinosaure. Je sais, on n'a pas été contemporain des dinosaures et des T-Rex, mais vous voyez encore une fois l'idée. Le premier besoin de sécurité, le premier besoin de l'homme, c'est évidemment la sécurité. Et c'est le premier besoin physiologique. Et à partir du moment où on a la sécurité, on peut penser à commencer à se nourrir. Mais avant même de se nourrir, il faut être sûr de pouvoir aller chasser au supermarché. Regardez la France qui s'effondre. Alors ça, c'est une image effrayante. C'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'en rouge, c'est l'évolution de la dette. Et donc vous voyez que pendant des décennies, la dette évolue moins rapidement que l'augmentation du PIB. Et donc le problème de surendettement, il se pose à partir du moment où bien entendu les deux courbes se croisent et où l'évolution du PIB qui est en bleu devient inférieure à l'évolution de la dette qui est en rouge. En clair, nous produisons plus de dettes que nous ne produisons de richesses. Autant vous dire que ça ne va pas durer très longtemps. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre ça. Mais ça semble compliqué à comprendre par contre pour nos impuissants politiques qui, eux, sortent de l'ENA, École nationale des ânes. Et je m'excuse pour les ânes. Les énarques, mais ça c'est pour ceux qui ont lu Obélix et compagnie et qui auront la ref. Les dépenses publiques, regardez, pareil, vous avez la courbe impôts et taxes et la courbe dépenses, rose, enfin violette et bleue. Eh bien, à partir du moment où les dépenses évoluent plus rapidement que les recettes, eh bien, vous avez évidemment une accumulation de la dette. Ça n'a pas toujours été le cas, globalement, jusqu'aux années 1980 et l'arrivée de François Mitterrand, les impôts et les taxes couvraient globalement nos dépenses. C'est ce que vous vivez vous à titre personnel. Votre banquier ne vous laisse pas dépenser tellement plus que ce que vous gagnez durablement. Vous pouvez avoir une année avec un petit découvert, mais enfin, il ne va pas vous laisser faire ça tous les ans, tous les mois, toutes les semaines. Donc évidemment, vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner. Une dette qui progresse plus vite que la hausse de nos richesses, c'est mort, fini, terminé. Et d'ailleurs, regardez, ici, vous avez les déficits qui augmentent. Alors, pour info, en 2024, le déficit public dépassera les 6,5 du PIB pour rien. D'accord? Parce qu'on n'est pas plus heureux, on n'est pas moins pauvre, on n'est pas mieux équipé, on n'a pas plus de trains, on n'a pas plus d'hôpitaux qui marchent. On attend 90 heures pour se faire soigner sur des brancards dans des couloirs. Et encore, ça c'est si le brancard atteint le couloir. Et c'est si vous pouvez être soigné parce que vous n'êtes pas mort avant. Donc, nous sommes dans du délire financier. C'est une gabegie ahurissante. Et avec ce qui se passe, vous avez dit, je vous ai dit, chômage plus 3,9, bon, plus 4%, plus forte hausse du chômage depuis 10 ans, croissance, récession, moins 0,1, contraction du PIB. Donc vous imaginez que là, notre déficit pour cette année, les effondrements des recettes fiscales, hausse des dépenses sociales en réalité, donc vous allez voir que ça va être pire cette année. Les dépenses sont complètement hors de contrôle, mais alors complètement hors de contrôle. Et regardez, là, on a un autre effondrement. Je vous ai mis ces deux trucs en relation. La France, c'est le 6e budget pour l'éducation nationale au monde, d'accord? Et PISA, on descend d'année en année, d'accord? Et aujourd'hui, on est 26e ou 30e, j'en sais rien. Mais enfin, on est au fin fond du classement. Donc, être le 6e budget pour la 26e place, on a un gros problème Houston, mais vraiment un énorme problème. Les résultats obtenus sont indigents par rapport aux sommes engagées, aux sommes dépensées. C'est pas la faute aux profs, c'est la faute au programme, c'est la faute aux méthodes, c'est la faute à l'école inclusive, c'est la faute à tout ça, d'accord? Et quand vous mettez tout bout à bout, moi je sais très bien, et je vous le dis, c'est pas politiquement correct, hein, mais quand vous avez des gamins extrêmement durs qui sont dans des classes normales, et ben les instits dans les petites écoles, dans les petites classes où on apprend à lire, à écrire, à compter, ben elles font de la garderie, elles font de la discipline, elles gèrent des crises de gamins dont la place, c'est pas qu'elle soit pas là, mais c'est qu'en tout cas il nécessite des prises en charge qui sont complètement adaptées. Et les AESH qui ont aucune formation,
aucun diplôme spécifique, aucun accompagnement. Enfin bon, voilà, demain vous postulez pour être AESH, vous êtes AESH, vous avez la moitié des gamins qui y auraient droit qui en ont pas. Enfin bon, tout ça est un vaste foutoir et l'éducation nationale est devenue un vaste foutoir et donc on n'apprend plus grand chose et on apprend le cycle de l'eau, la gestion des poubelles, le tri sélectif, évidemment l'éducation affective, mot pudique pour parler de toutes les pratiques sexuelles qu'on enseigne dès le plus jeune âge. Bon bah à la fin ça fait évidemment plus un programme scolaire, c'est devenu tout et n'importe quoi et donc on faut en revenir à l'essence même de ce que c'est que l'instruction publique. Voilà, bon bah ça c'est le dossier stratégie qui est en route et qui est en cours. Ça c'est un dossier offert pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Vous regarderez, vous repasserez pour trouver où ça se trouve. Et puis vous pouvez débattre, mettre des doigts de schtroumpf. Vous pouvez aimer cette vidéo, la partager autant que faire se peut. Vous abonner, me retrouver sur Twitter qui s'appelle X maintenant. Me retrouver sur mon site internet insolencia.com, vous abonner là-haut, bref, vous avez tout ce qu'il faut. Ce que vous devez comprendre, et c'était le point que je voulais partager vraiment avec vous aujourd'hui, c'est que l'effondrement a commencé. On est à deux doigts d'un accident et donc d'un effondrement avalancheux, c'est-à-dire une accélération brutale du processus de décomposition. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, vous avez des souverainistes qui ont gagné et qui ont décidé de manière extrêmement rapide, brutale, de mettre un coup de pied dans toute la fourmilière mondiale et nous sommes aux premières loges de ce combat de titans et nous risquons d'être les premiers touchés. Préparez-vous les amis parce que l'année 2025 va être extrêmement difficile, extrêmement compliqué, donc soyez résilients, soyez préparés, soyez conscients des risques. Voilà, soyez très très vigilants. De toute manière, je fais des vidéos régulièrement, donc je suis là pour essayer de vous décrypter, vous donner des clés de lecture sur ce qui est en train de se passer, pour que vous ne soyez pas comme un petit lapin dans les yeux, dans les phares et dans la lumière d'une voiture, et que vous ne vous fassiez pas, paf, le lapin, écrasé par la méchante voiture. Prenez grand soin de vous les amis, et je vous dis à la semaine prochaine, ou celle d'après, en fonction de mon humeur et de l'actualité. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Salut les copains.